C'est bon. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci d'être nombreux. On va passer une petite heure ensemble pour parler de run, de gestion d'incidents, de troubleshooting, donc des notions sympas qu'on va voir ensemble qui sont autour de la production. Moi, je m'appelle Sébastien. Je travaille en tant qu'ingénieur logiciel chez OVH Cloud. Que dire sur moi? J'ai un chat qui est très mignon. J'habite à Nantes. Je suis un ancien bègue, ça je le précise. Comme ça, si vous m'entendez bloqué pour la conférence, eh bien, vous ne poserez pas la question. Vous saurez d'où ça vient. Et donc moi, comme je le disais, je travaille chez OVH Cloud depuis maintenant 4 ans, et plus généralement, je fais ce métier depuis maintenant 13 ans. Et en fait, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait avant, parce que ça a un sens pour introduire la conférence. C'est que moi, j'ai commencé en tant que développeur web. Ensuite, je suis devenu spécialiste en deep learning. Et après, j'ai intégré une équipe en cybersécurité. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que pendant ça, en fait, ça représente environ 10 ans de métier. Et pendant ces 10 ans-là, j'ai fait très très peu de production de ma vie, très très peu de prod, parce que j'avais pas beaucoup l'occasion. Donc j'étais vraiment un profil purement dev. Donc si je vous résume ma vie de dev en 3 étapes, git commit, git push, et je mets ma Jira en donne, je suis très content, j'ai fini mon travail. Et s'il y a un problème en prod, bah, c'est pas le mien. Ça, du moins jusqu'à ce que je rejoigne l'équipe Service Integration and Automation, une équipe qui, comme son nom l'indique, fait de l'intégration et de l'automatisation de services. Donc c'est un nom qui est très générique, mais pour dire qu'en gros, on est responsable d'un périmètre assez large au sein du SI interne de VH Cloud. Et donc l'idée c'est qu'on a plein de microservices en production, et donc plein de microservices, plein de production, et potentiellement des incidents. Donc moi j'arrive, je suis pas trop ops à ce moment-là encore, hein, moi je suis encore très très dev, et j'intègre l'équipe, et mon chef me dit ok, ta mission, tu vas avoir 2 missions pour ton arrivée dans l'équipe. Ta première mission, si tu acceptes, c'est au bout de 3 mois d'être capable de faire du run, et 2 mois après d'intégrer la rotation d'astreinte nuit et week-end. Ce à quoi je lui réponds, ouais, c'est bien, c'est super, c'est quoi le run en fait? Parce que je connais toujours pas. On va peut-être commencer par en parler. Le run, c'est ce qu'il y a après le build. Le build, vous connaissez sûrement, c'est vraiment la construction du projet. C'est là où on va construire le projet, on va mettre en place l'infra, on va développer les features. Donc voilà, on le construit. Et une fois qu'il est construit, le projet, il va vivre sa vie. Et c'est cette vie justement qu'on va appeler le run. Et donc le run, c'est vraiment, pardon, j'ai oublié de mettre, voilà. Et le run, c'est vraiment tout ce qui va être, voilà, maintenance, opération, et donc tout ce qui touche à la production. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien appeler ça l'astreinte 2 jours, parce que finalement, le run, c'est vraiment de l'astreinte, mais 2 jours. Et la différence principale entre l'astreinte de nuit et l'astreinte 2 jours, bah, c'est que l'astreinte 2 jours, déjà, c'est 2 jours, mais aussi, l'astreinte 2 jours, on va gérer tout type d'incidents, là où l'astreinte de nuit, ce sera les incidents plutôt critiques, parce qu'on ne va pas être réveillé pour rien. Et donc, comme l'astreinte, ça va marcher sur des rotations. Donc, nous, par exemple, on est 5 à faire du run dans l'équipe, on fait ça toutes les semaines, et bah, moi, une semaine sur 5, je suis de run. Ok, alors ça veut dire quoi d'être de run? Là, je le sais pas encore. Moi, ce que je sais, c'est que j'intègre une équipe où il y a plein de projets et que j'ai pas trop l'habitude. Mon chef, d'ailleurs, il me prévient, il me dit regarde, là, je vois bien que tu as l'air sûr de toi, tu es tout content et tout, c'est bien, c'est cool, mais je te préviens que nous, on a une grosse difficulté dans l'équipe, c'est qu'on doit être capable de faire du context switching, donc être capable pardon, de passer d'un projet à l'autre assez rapidement, parce qu'on a plein de projets. Moi, je dis t'inquiète pas, c'est quand même 10 ans que je travaille, j'ai déjà bossé sur plusieurs projets en même temps. Il y en a combien? Il y en a 2 ou 3? Non, il y en a 50. Ok, ok. Là, je suis un petit peu moins serein. Ok, il y a 50 projets, ok, ça fait beaucoup. Il y a des incidents qui peuvent survenir un peu partout, j'imagine. Oui, oui, bien sûr. Les incidents, ça peut survenir partout, sinon c'est pas marrant. Ok, et donc là, je me dis, ouais, c'est en fait comment je vais pouvoir m'y connaître dans tous ces projets-là. T'es sûr que je vais y arriver? Parce que moi, je suis pas trop ops à la base. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien sûr que dans 3 mois, tu vas faire du run comme tout le monde, ça va être super. Et moi, je lui dis, je me suis dit, c'est marrant, mon nouveau chef que j'ai à peine de rencontrer, il a plus confiance en moi que moi en moi. Comment ça se fait? Et en fait, surtout, moi, j'ai commencé à me poser une question. Je me suis dit, ok, moi, j'ai déjà travaillé sur des projets, j'ai déjà fait un peu de troubleshooting quand même, hein. J'étais pas trop ops, mais ça m'est déjà arrivé de faire du troubleshooting et d'intervenir un petit peu. Et quand j'ai déjà travaillé sur un projet que j'ai construit ou sur lequel j'ai beaucoup été amené à travailler, c'est normal d'avoir une intuition, c'est normal de savoir un peu ce qui ne va pas parce qu'on a travaillé dessus. Maintenant, là, il n'y a aucun monde où dans 3 mois, je connais ces 50 projets. Aucun. Donc du coup, la question que je me pose, c'est comment on se forge un nouveau type d'intuition sur des projets qu'on connaît pas du tout ou très peu. Parce que là, dans 3 mois, il y en a certains, il y en a 2 ou 3 que je fais très bien, d'autres que je fais très moins bien et d'autres beaucoup moins. Donc voilà, comment on se forge ce nouveau type d'intuition? Et donc la question que je vais me poser, c'est qu'est-ce qu'on a à notre disposition déjà sur un projet de manière générale comme information pour savoir comment ça marche?
On a plein de choses hein, sur un projet où un incident est survenu. On a bien évidemment le ticket d'incident, hein, c'est là où ça commence, l'alerte qu'a généré l'incident, le monitoring, voilà, les logs, le code source, la plateforme sur laquelle ça tourne, que ce soit Kubernetes ou autre. Et donc moi je me dis, eh, c'est bien, on a plein d'infos. Par où je commence? D'ailleurs, ça commence par quoi le run en fait? Le run, ça commence comme toute bonne journée, ça commence par le matin. Et donc là, je présente un schéma qui représente un dashboard de morning check. C'est une bonne pratique, qui est un peu la bonne pratique numéro un du run, c'est avoir un dashboard qui est très synthétique sur notre périmètre global. Donc là, l'idée, c'est on oublie les bar charts, on oublie les courbes, tous les diagrammes compliqués. On a des gros chiffres, des grosses couleurs, ça pète les yeux. Et l'idée, c'est que dès le matin, pas réveillé, on arrive quand même à avoir une idée très large du périmètre global de notre écosystème. Euh, un coup d'œil moyennant quelques scrolls vers le bas quand on a plusieurs projets, voilà. Mais vous avez l'idée. L'idée c'est d'avoir un truc, c'est de savoir s'il s'est passé des choses pendant la nuit, savoir à quelle sauce on va être mangé pour la journée. Ça c'est quand même utile. Donc, ok, ça c'est la première étape. L'étape suivante, je dirais que c'est d'avoir une vue globale sur nos tickets d'incidents, parce que les incidents sont matérialisés par des tickets. Donc ça c'est une semaine de run quand ça se passe bien. Ça c'est une semaine de run de manière un peu plus réaliste, un peu plus de projets, enfin un peu plus d'incidents. Donc là, vous voyez, on a des trucs, voilà, c'est projet, erreur, machin. Déjà, la première chose qu'on va voir, c'est le log d'erreur. Un log bien fait, ça, on va y revenir un petit peu plus tard, mais un log bien fait, c'est préfixé par le nom du projet, on a un peu l'erreur, voilà, on sait de quoi ça parle. Là, on sait déjà que sur le projet A, on a une erreur 400, etc. Donc, le premier truc que je vais faire, c'est que moi, je vais regarder les incidents et je vais regarder sur quels projets sont concernés pour affecter les projets dessus. C'est quelque chose qu'on pourrait faire automatiquement. Nous, on fait partie des gens qui aiment bien le faire à la main pour être sûr que les incidents ne soient pas reliés à des mauvais projets. On a des priorités, et ça j'y reviens juste après. Et on a des métriques qui sont liées à ces tickets, qui sont très intéressantes. Et là, je vais mettre la plus intéressante, qui est le time to resolve. C'est le temps qu'on a pour résoudre l'incident, restaurer le service. Donc là, c'est assez parlant. On a des courbes, hein, voilà, avec les couleurs, donc on sait à peu près où on en est. Et là, je me dis, ok, je suis un petit peu à la bourre sur la dernière, va falloir se dépêcher un peu sur celle-là. Ok, c'est bien. Ok, donc ça c'est l'une des métriques. Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Il y en a deux principales en fait en incident, les métriques. Deux principales. Le TTA et le TRS. Le TTA, c'est le Time to Acknowledge, donc c'est très parlant, c'est le temps qu'on va mettre à dire qu'on est au courant de l'incident. Et le TRS, qui est le Time to Restore Service, c'est la même chose que le Time to Resolve en fait, hein, c'est deux noms pour la même chose. Donc c'est le temps qu'on va mettre pour restaurer le service. Time to Acknowledge, c'est dire qu'on est au courant, c'est dire qu'il y a un humain qui est au courant du problème, c'est pour rassurer tout le monde. Ok, ça a sonné, donc voilà, et c'est généralement c'est un temps qui est assez court, on a 15 ou 30 minutes en fonction de la priorité pour acknowledger, donc ça se résume généralement à une notification, on clique et voilà. Et le time to restore, c'est le temps qu'on va mettre à restaurer le service, et ça passe par la contextualisation du problème, résoudre, faire le troubleshooting, mener l'enquête, voilà, donc c'est là où on va faire tout ça. Et le temps asymétrique en fait va dépendre des niveaux de priorité, et c'est là qu'on y vient. Là, je ne peux pas être exhaustif, mais globalement, on va retrouver 5 niveaux de priorité, de P5 à P1. P5, c'est pas très grave, c'est les incidents, il faut quand même les gérer, donc voilà, on va les gérer, c'est important. P2, là, on commence à avoir des humains qui sont impactés, donc il va falloir peut-être commencer à se dépêcher. Généralement, on a la journée pour le faire. Et P1, c'est la sauce complète, ça devient la priorité à toute l'équipe, de jour comme de nuit. Alors, de nuit, c'est que la personne astreinte qui réveille, donc ça, c'est le genre d'incident qui nous réveille la nuit. Mais de jour, ça devient la priorité de toute l'équipe, pas seulement la personne qui est de run. Ok. Donc là, si on revient un peu aux incidents, il y a un nouvel incident qui vient d'arriver. Je dis que le premier réflexe, c'est de regarder sur quel projet c'est lié. Aussi, c'est important de vérifier l'incident. Donc ça, c'est une bonne pratique de run qui est très importante. Revérifier les priorités, vérifier vraiment ce qui se passe concrètement. Là, ça a été détecté automatiquement comme une P5, parce qu'a priori, c'est pas grave. Donc en fait, moi, je regarde et je me rends compte que c'est plus grave que ce que je pensais. Je considère qu'il y a des gens là qui peuvent plus travailler, donc je la passe en P2, donc ça passe au-dessus que celle qui est en rouge, parce que c'est une priorité qui est quand même bien au-dessus. Ok, donc là on commence à avoir une idée un peu un peu basique, voilà, le morning check, les tickets, tout ça. Et là on pourrait croire que être de run, c'est un peu, on est dans son coin et on résout des problèmes, voilà, on restaure du service. Pas du tout, être de run en fait, il y a un truc hyper important, c'est d'être le point de contact de son équipe.
Voilà, en général, quand je mets une grosse slide blanche avec juste une phrase, c'est que je considère que c'est important. Donc là, c'est important. Soyez le point de contact de votre équipe. Quand on est de run, en fait, on est un peu la référence technique à votre équipe pendant le temps où on l'est, parce que quand on travaille, on est rarement seul en fait. Hein. On travaille avec plusieurs équipes dans un même écosystème. S'il y a des équipes qui sont dépendantes de nos services et qui ont des soucis, ils risquent d'avoir besoin de contacter l'équipe. Et là, c'est pas le premier qui a le temps de répondre. Là, c'est vraiment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit affecté à ça. Et moi, c'est pareil, hein, ça marche dans les deux sens. Si moi j'ai besoin de contacter une équipe parce qu'il y a un truc qui va pas, je suis dépendant de leur service, je vais contacter indirectement la personne qui est de run. Voilà, soyez le point de contact, c'est hyper important. Ok, donc là on commence à avoir un petit peu une vision de base, et là il y a certains qui se disent ok c'est bien, c'est un peu théorique là que si on rentre un petit peu dans le vif du sujet, moi je parlais de restaurer le service, on va peut-être commencer par parler d'une notion qui est primordiale, qui est la notion du troubleshooting. Le troubleshooting qui est donc, si je devais résumer ça en un mot, c'est le fait de transformer votre travail en votre meilleure partie de Cluedo pour commencer à collecter les indices et trouver l'arme du crime. Donc en gros, on va récolter les indices, on va remonter la piste pour faire ce qu'on appelle une root cause analysis. Et la root cause analysis, en fait, donc c'est comme son nom l'indique, c'est vraiment là, on remonte la piste pour savoir quelle est la root cause du problème pour le résoudre durablement. La root cause, c'est pas le troubleshooting. La root cause, c'est un des piliers fondamentaux du troubleshooting. Moi, je dirais à titre perso que c'est l'un des deux piliers fondamentaux, et je vous dirai juste après pourquoi. Mais déjà, je vous propose qu'on parle un petit peu de la RCA, du coup, la root cause analysis. Pour faire la root cause analysis, il y a plein d'approches théoriques déjà, il y a plein de méthodologies. J'en ai compté une bonne vingtaine hein, sur Internet, et je vous propose qu'on les voit toutes une par une. Non, je déconne, on n'a pas 4 heures, donc j'en ai compté deux qui sont totalement opposées. La méthode que je conseille le moins, mais qui est très intéressante quand même à expliquer, qui est la méthode basée sur l'historique, c'est une méthode qui est très très humaine, qui est très très naturelle. C'est en fait, s'il y a un problème et qu'on est dans une équipe qui gère beaucoup de problèmes, peut-être que ce problème on l'a déjà vu avant. Donc si on l'a déjà vu avant, peut-être que c'est le même qu'avant et peut-être que je peux le résoudre en un clic sans même m'y connaître. Donc ça c'est pratique en fait parce que du coup j'ai même pas besoin de m'y connaître. Je demande à un collègue qui l'a déjà eu et c'est rapide. Le problème, c'est que c'est un peu facilement induire en erreur, parce que bah, si on pense que c'est l'erreur, alors que c'est pas la même erreur, dommage. En plus, qui dit historique dit qu'on est forcément limité aux problèmes qu'on connaît déjà. Et surtout, le run, c'est un moyen qui est très intéressant pour s'y connaître un peu plus dans son projet, pour monter en compétences. Quand je vous parlais tout à l'heure du fait que justement je cherchais à me forger un nouveau type d'intuition sur des projets que je connais pas, ça passe un peu par là justement, ça passe par le fait de prendre en main des incidences sur des projets qu'on connaît assez peu. Donc, en essayant de remonter une route cause, on va commencer un petit peu à creuser dans le code, creuser dans l'infra, creuser les choses et voilà, trouver un peu. Et donc ça, travailler de manière un peu plus rigoureuse, il y a une méthode pour ça qui est très connue, qui est le drill down. Donc c'est creuser vers le bas. Et donc ça, c'est une méthode qui est très rigoureuse et c'est son avantage. C'est on part d'une erreur qui est très générique pour aller vers l'erreur, on va descendre d'erreur sous-jacente en erreur sous-jacente. Donc si je devais donner un exemple, c'est on a un service qui crache. Pourquoi le service crash? Parce qu'un call d'API a raté. Pourquoi le call d'API a raté? Parce que c'est pas une fonction, qui a même appelé une fonction, qui a même appelé une fonction de base de données qui crache. Et voilà. Donc c'est remonter un peu ça. Et donc le drill down, c'est finalement la méthode qui est la plus représentative à mes yeux de la root cause analysis. Donc ça, son avantage, c'est que c'est rigoureux, que ça permet de monter en compétence, c'est très très bien. Sur ça, inconvénient, je dirais que c'est forcément que ça prend plus de temps, surtout si on creuse dans le mauvais sens. Donc c'est quand même à garder en tête. Et voilà. Donc là, on est sur la partie vraiment très théorique de ce que je vous explique, parce que là, on se dit, ok, on voit pas trop encore à quoi ça ressemble, mais c'est important d'avoir vraiment un mindset théorique sur le truc, de voir quelles sont les approches à avoir quand on fait du troubleshooting. Mais je vous ai dit aussi que la RCA, la root cause analysis, c'est l'un des deux piliers fondamentaux du troubleshooting. Pour moi, le pilier fondamental, numéro 1, ça se résume à se poser une simple question. C'était quoi le problème que j'essayais de résoudre à la base? En fait, c'était quoi le problème? Moi, je suis un dev, je suis très tech, un peu geek aussi sur les bords. Moi, je vois un problème, je me dis, cool, chouette, une nouvelle partie de Cluedo, j'ai trop hâte de comprendre d'où vient le bug. Le client se fout en fait qu'il y a un bug et il se fiche complètement que vous trouvez la solution au bug. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'un service est tombé, ou un service a été réduit, et ce qu'il veut, c'est que le service soit restauré peu importe comment. Le problème que je veux résoudre, en fait, moi, c'est pas résoudre un bug, c'est restaurer le service. Vous me direz, c'est peut-être pareil, parce qu'on a besoin de résoudre un bug pour restaurer le service. Bah, pas forcément, et justement pour ça, je vais vous présenter quelques cas pratiques après une magnifique transition bouteille d'eau.
Cette conférence parle principalement de run, donc l'astreinte de jour, mais je vous ai dit qu'astreinte de jour c'était assez similaire à astreinte de nuit. Et pour les cas pratiques, je trouve que c'est intéressant de parler de cas justement d'astreinte de nuit que j'ai eu. Donc là, on va faire une petite parenthèse. Le soleil va se coucher, le village s'endort et les incidents se réveillent. Un incident en particulier me réveille, il est 3 heures du matin, c'est mon premier incident, je suis un peu nerveux, il y a marqué service very slow, ok, donc c'est très générique, un service qui est trop lent pour correspondre à notre qualité de service, suffisamment pour qu'on me réveille à 3 heures du matin. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est un service qui est load balancé sur 3 pods, sur 3 machines virtuelles, pardon, donc sur 3 machines. Ok, donc ça je sais comment il fonctionne, en plus je vois la doc, je le connais très très peu celui-là, mais je vois la doc et je vois à peu près comment il fonctionne. Ok, je regarde, je vois des erreurs 500 partout. Effectivement, ça sent pas bon, c'est pour ça que je suis réveillé. Et je vois qu'il y a des erreurs 200, bien sûr, des messages, des HTTP 200. Et donc, on a quand même les 200. Ça, c'est hyper important de le regarder parce que quand quelque chose ne marche pas, c'est important de contextualiser les problèmes, en fait. De se dire, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Est-ce que tout marche pas? Est-ce que ça marche pas pour tout le monde? Donc déjà, voilà, se poser ces questions-là. Donc déjà, voir qu'il y a des requêtes qui passent, c'est bien, et puis ça correspond à l'erreur qu'on a, hein, qui est service very slow, hein, c'est pas service down. Ok. Donc là je regarde et je vois qu'il y en a une latence qui est assez élevée, hein, ça correspond aussi. Et je vais regarder les logs et là je vois des erreurs 500 partout. Encore une fois ça correspond. Moi ce qui m'intéresse aussi là c'est de voir que dans les logs je vois qu'on a des instances qui répondent, hein, les machines, et là je vois instance B et instance C. Pas instance A, alors que moi j'en vois 3, et en plus je vois sur la doc qu'elle s'appelle ABC, la A n'apparaît pas. C'est parce qu'en fait, il y en a vraiment 2 qui répondent tout le temps pas bien. Et donc, moi, je m'y connais pas beaucoup. Encore une fois, il est maintenant 3h15-20. Je sais pas trop quoi faire. Je me dis, ok, premier réflexe, je vais me connecter sur les machines manuellement avec ma meilleure commande SSH. Et je vois qu'il y a une machine qui répond très bien et 2 qui répondent quasiment pas. Elles répondent quand même, hein, sinon elles seraient complètement KO. Elles répondent, mais elles répondent pas. C'est-à-dire qu'en gros, de mémoire, j'ai dû mettre genre 1 minute à retrouver la main en me connectant. J'attendais genre 30 secondes entre chaque commande. C'était la sauce complète. Je ne pouvais pas me connecter sur les machines. Enfin, je ne pouvais pas du tout les utiliser. Donc, le problème, c'est que le problème est à peu près identifié. Il y a des machines qui vont pas bien, et donc toutes les requêtes qui tombent sur ces machines renvoient rien, donc service réduit. Maintenant, moi, je ne sais pas pourquoi elles sont down à ces machines. Et surtout, ce qui me frappe, c'est que je réalise tout de suite que je ne vais pas être en mesure de comprendre ce qui ne va pas en profondeur. Je ne vais pas être en mesure de corriger le problème. Donc là, je ne suis pas en mesure de corriger le bug. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, ma priorité, c'est pas de résoudre le bug, comme je vous l'ai dit, c'est de restaurer le service. Donc là, maintenant, il faut chercher une solution pour restaurer le service en urgence, pour ensuite faire ça en équipe le lendemain. Moi, je me dis, bah, les meilleures solutions, c'est parfois les plus simples. Qu'est-ce qui se passe si je coupe le lien du load balancer sur les 2 machines pétées et que je mets toute la charge sur une machine? Bon, évidemment, je me doute que le load balancer, il n'est pas là pour décorer, hein, donc je suis quand même pas forcément hyper serein, mais je me dis que ça devrait bien se passer, parce que c'est la nuit et il n'y a pas non plus 1 milliard de requêtes. Et je vois qu'on n'a plus d'erreur du tout. On a la latence, évidemment, mais on n'a plus d'erreur du tout. Donc je reste en hypercare une bonne petite heure, et je vois que le service, il tient. Il tient sur une patte, mais il tient. Et ça, c'est un peu ça qui est important, c'est qu'en fait, il tient, et c'est suffisant pour la nuit, et le lendemain, on a pu, entre collègues, tous en équipe, résoudre le problème durablement en regardant vraiment ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est vraiment priorité, on restaure, après, on investit plus profondément. Ok, donc ça, c'était un cas pratique un peu typique, et c'est le premier que j'ai eu. J'en ai eu un autre quelques mois plus tard, un peu similaire sur l'aspect, trop d'erreurs 500. Donc là, c'est pareil, c'est un service qui est réduit, parce que trop d'erreurs 500, il y a des requêtes qui passent pas, il y a des gens qui veulent faire des requêtes, et ça marche pas. Et là, j'ai pas beaucoup d'infos, donc je regarde ce qui se passe et je vois qu'on a effectivement des gros pics d'Euro 500, c'est pas des pics, mais plutôt des plateaux. On a un qui est plus petit qu'un autre, je pense qu'il y en a un qui était en fait trop petit pour le seuil de l'alerte et que l'autre était justement juste assez grand pour trigger l'alerte et me réveiller. Euh, et, euh, et du coup, je me demande, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je regarde les logs liés à ces erreurs et je vois database connection failed partout. Là, c'est bien, c'est comment déjà là, j'évalue le problème, j'évalue l'issue, je vois ce qui s'est passé. C'est database connection failed. J'en déduis alors qu'il y a eu un problème de connexion vers une base de données, et ça je le sais parce que je suis bilingue, mais surtout ça me permet de savoir où chercher sur mon dashboard. Je me dis tiens, je vais regarder les dashboards de base de données. Effectivement, je vois les connexions et je vois qu'on a des gros pics de connexion. Premier réflexe, hein, c'est la nuit, est-ce que c'est une attaque? Une attaque, ça ressemble pas à ça. Une attaque, c'est quand même un peu plus bourrin. Là, je vois extrêmement des pics. C'est des gens qui utilisent l'API pas trop comme on l'avait prévu. Ils bruinent un peu trop l'API. Donc ça ressemble plus à un problème de rate limiter, un rate limiter qui est pas content, qui va dropper des requêtes parce que ça va au-dessus de notre seuil qu'on avait défini. Donc on a des requêtes qui passent à la trappe,
et ça trigger des alertes. Le problème, c'est que non seulement ça trigger des alertes, mais en plus, le truc, c'est que les gens qui passent en même temps et qui n'avaient rien demandé, leurs requêtes aussi peuvent être droppées. Donc c'est chiant. Donc moi, la première question que je me pose, c'est qui est cette sombre personne qui est en train de bourriner seulement votre API à 4 heures du matin alors que j'aurais préféré dormir. Et je vois que c'est un utilisateur, on va dire 42. Et là, ce que je remarque, c'est que là où nos incidents, pardon, nos utilisateurs les plus bruyants font entre 10 et 20 requêtes par seconde, là on est plutôt sur les 140. Donc c'est pas assez pour faire tourner la machine, mais c'est assez pour péter nos rate limiters. Et donc, bah, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle le mec là, maintenant, je lui demande pourquoi il tabasse nos API? Non, peut-être pas. Est-ce que je fais du rate limiter personnalisé? Est-ce que j'ai le temps de développer une feature qui prend 4 jours à 4 heures du mat? Peut-être pas non plus. Donc en fait, les solutions, j'étais un peu en tête, mais je vois que c'est pas les solutions que je peux faire maintenant. Donc je me dis, bah, moi, ce que je vais regarder, est-ce que le nombre de requêtes sont OK pour que nos machines tiennent, en fait? C'est ça qui est important. La réponse est oui. Donc pourquoi pas augmenter juste le seuil du rate limiter temporairement pour la nuit, parce qu'on sait qu'on n'a pas grand-chose d'autre à part cette personne-là. Donc là, c'est pareil, un peu d'hypercare, toujours important de faire de l'hypercare pendant quelques temps avant de se recoucher. Je vais me coucher, on n'a plus d'alerte, et le lendemain, on regarde ce qui se passe, on a compris ce qui se passait avec ce client-là, et on a pu en parler. Voilà. Donc ça, c'était vraiment deux exemples un peu typiques qui peuvent arriver pendant la nuit. Il y en a forcément des tas, mais ceux-là, ce sont ceux que j'ai vécu et je trouve assez parlants. Maintenant, le village se réveille. On va revenir un petit peu sur le jour pour un dernier cas pratique, qui est un cas pratique typique de run. Et alors là, autant il y a plein de cas pratiques pour l'astreinte, pour le run, il y a une infinité de cas pratiques possibles. Les incidents, ça peut être n'importe quoi, surtout quand ils ne sont pas prioritaires. Donc j'en ai choisi un arbitrairement. Celui-là, je l'ai choisi pour deux raisons. Déjà parce que c'est l'un des tout premiers sur lesquels je suis intervenu en mon équipe. Donc il y a une petite valeur sentimentale quand même, vous voyez. Mais aussi, c'est l'un des premiers qui m'a fait prendre conscience de l'importance de la prise de recul. Et donc, ok, là, j'ai un incident, je l'acknowledge, je dis que je suis au courant, ok, operation failed, heureusement que je suis encore bilingue. Quand est-ce que ça s'est passé? Je regarde, ok, j'évalue le périmètre et l'impact avec le monitoring, je regarde les logs, et là, je vois creating user, operation failed, donc là, j'ai un peu plus d'informations, opération qui a raté pendant que je crée des utilisateurs. En l'occurrence, je regarde, c'est un service en fait qui crée des utilisateurs quelque part, et ça marche pas. Alors, quand on regarde les logs, et ça, j'y reviendrai un petit peu après, on n'a pas que les messages, hein, vous l'avez vu un petit peu avant, on a des fils, des champs de log. Et donc là, on a un champ que chez nous on appelle opération qui permet de voir ce qu'on faisait au moment où le log est arrivé. Et donc là, on essaie effectivement de créer des utilisateurs. Moi, je venais d'arriver dans l'équipe, j'étais pas encore très habitué à gérer les incidents, gérer du run. Et du coup, je me dis, ok, l'opération marche pas, hein. Là, je vois une opération et là, je vois des messages en rouge, ça marche pas. Et évidemment que non. La première question que j'ai posée, c'est est-ce que ça marche pas pour tout le monde? Qu'est-ce qui marche pas? Premier réflexe, c'est bien de filtrer sur les erreurs pour voir les erreurs, parce qu'il y a beaucoup de logs. Mais après, c'est bien de regarder un petit peu aussi dans le même time range, voir un peu ce qui se passe. Et là, je vois qu'effectivement, il n'y a pas que des erreurs, il y a aussi des succès. Et ça, c'est quand même c'est quand même rassurant, parce que ça veut dire que l'opération n'est pas pétée, le problème vient d'ailleurs. Mais alors, il vient d'où? Et là, je suis un peu perdu. Et là, mon collègue m'a dit, tiens, il y a plusieurs champs quand même dans les logs, regarde un petit peu. Il y a un champ qui est intéressant qui s'appelle pod ID. Ouais, c'est le pod Kubernetes où le service tourne, parce que nous, c'est toujours le balancé sur plusieurs pods, là en l'occurrence deux pods, et là on voit qu'il y a toujours le même pod qui répond. C'est bizarre qu'il n'y ait qu'un seul pod qui réponde. Est-ce qu'il n'y aurait pas un pod par hasard qui serait mort? Et moi bah, je regarde et je vois qu'effectivement il y a un pod qui est par terre. Je le redémarre, la charge est répartie à nouveau comme il faut et l'incident est résolu. Donc en fait voilà, c'est important d'avoir un peu une prise de recul sur ce qu'on fait. Donc voilà, un petit slide résumé, qu'est-ce qui marche pas, à qui, pourquoi, pour quel périmètre. Est-ce qu'on peut reproduire l'erreur? Est-ce qu'on peut rassembler les informations? Surtout la nuit, c'est intéressant d'être capable après, a posteriori, de rassembler les informations pour écrire des post-mortem, et donc documenter tout ça. Ok, et je terminerai cette partie-là, hein, pas cette conférence, hein, sur une notion aussi à troubleshooting que j'aurais pu évoquer avant, mais nous, comme on l'utilise pour les post-mortem, j'aime bien en parler maintenant. C'est la méthode des 5 whys, une méthode qui est assez simpliste, mais assez sympa, qui permet justement de forcer la prise de recul. Donc là, c'est pareil, j'ai mis encore un autre exemple, hein, c'est la question des 5 whys, comme son nom l'indique, c'est se poser la question pourquoi 5 fois de suite. Donc là, ok, les utilisateurs ne peuvent plus se connecter à une application. Ok. Pourquoi? Parce que le système d'authentification renvoie les 500. Ok, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le système d'authentification n'a pas été capable de reach la base de données.
Pourquoi de la query. Pourquoi? Parce que la connexion n'a pas pu être établie. Pourquoi? Parce que le serveur de base de données n'est pas reachable. Pourquoi? Parce qu'on a une configuration de pare-feu qui a changé récemment et qui a tout fait foirer. Donc en fait, le fait de se poser la question plusieurs fois de suite, et en l'occurrence 5 fois, ça permet de prendre du recul et de voir un petit peu pourquoi ça s'est passé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire déjà quand on commence le troubleshooting, et c'est intéressant aussi en post-mortem pour faire un bilan. Donc voilà, là c'est déjà la fin de ce tour d'horizon sur à quoi peut ressembler le run et le troubleshooting. Cette conférence aurait pu s'arrêter là, mais ça ne m'intéressait pas sans vous parler d'autre chose. Quel suspense. Et pour savoir, en fait, pour vous expliquer ce qui m'intéresse, en fait, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans cette équipe, c'est qu'un jour, alors que j'étais perdu, il y a un grand sage qui est arrivé, qui m'a vu, il a une grande barbe, il m'a filé un vieux parchemin sur lequel était écrit, alors c'est un langage très ancien, mais j'ai traduit pour vous, hein, et il avait écrit développer vos applications comme si vous alliez les maintenir, parce que c'est le cas. En fait, c'est un collègue hein, qui me l'a dit en visio. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça drôle et surtout j'ai trouvé ça vrai parce que c'est pour moi ce qui représente le mieux la transition entre ce que c'est le run et son application dans le build. Parce qu'en fait, je parlais du build. Le build, c'est pas décorrélé du run. Pour avoir un bon run, il faut un bon build. Il faut construire ces applications en ayant conscience qu'on va les maintenir, en ayant conscience que des incidents peuvent tomber. Ça, c'est une vision que j'avais pas hein, quand j'étais pure dev. Et justement, je me suis dit, par quoi ça commence? Déjà, moi, quand l'incident sonne, je suis très content de pouvoir trouver des logs, du monitoring, tout ça. Donc, je suis très content de pouvoir trouver des logs, commençons par là. Qu'est-ce qu'on veut dans les logs et surtout qu'est-ce qu'on veut éviter? Les logs, hein, c'est un peu le nerf de la guerre en troubleshooting. C'est vraiment les signes de vie de votre application, c'est les traces qu'il laisse. Enfin, c'est pas les traces, du coup, c'est les logs. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est déjà éviter absolument le manque de données. Il n'y a pas plus frustrant que de se dire, mince, si seulement j'avais logué ce champ, si seulement j'avais logué ce pass d'URL que je colle une URL qui marche pas et je ne sais même pas quelle URL c'est, si seulement j'avais logué ce request ID pour pouvoir tracer la requête. Donc voilà, ça c'est important parce que quand ça foire, on est juste bon pour déployer un patch qui consiste à juste rajouter du log pour reproduire l'erreur. C'est un peu la loose, mais ça arrive, on veut éviter ça. A contrario, on veut aussi éviter le bruit, parce qu'avoir l'information utile, c'est bien. Ne pas l'avoir noyée dans ce qu'on a mangé le midi, c'est mieux. Donc, pas la peine de loguer tout ce qui nous passe par la tête. Mais l'idée, voilà, c'est avoir ni plus ni moins l'essentiel. On log pas n'importe comment, on va loguer avec ce qu'on appelle des niveaux de log, ou log level en anglais. Parce que je suis pas seulement bilingue, j'ai aussi un très bon accent anglais. Et donc là, il y en a plusieurs. Il y a les 6 principaux qu'on retrouve bientôt. On a info, warn, tout ça. Donc, je vais faire un petit tour rapide. Hein. Info, ça parle de lui-même, c'est donner une simple information sur ce qu'on est en train de faire à ce moment-là. Warning, c'est ce qui pourrait devenir une erreur, mais qui ne l'est pas encore. Erreurs, ce sont des erreurs, donc ce sont des erreurs qui peuvent poser des problèmes sur une micro-fonctionnalité ou une fonctionnalité entière. Des bugs, ça c'est des bugs c'est des logs qui vont être généralement optionnels, qu'on peut activer ou pas, qui vont nous permettre de travailler pendant la phase de dev. Fatal, c'est comme des erreurs, mais là l'impact sera plus grand, ça va être généralement le service entier qui sera impacté. Et trace pour tout ce qui touche au profiling. Et qu'est-ce qu'on veut loguer? Là, je ne vais pas pouvoir être exhaustif du tout, donc là je mets un petit mémo comme ça, vous avez un peu un sac à idées. Donc le request ID, ça c'est vraiment les bases quand on fait des microservices qui font des requêtes partout, c'est hyper important de pouvoir tracer les requêtes, donc n'oubliez jamais de loguer le request ID. Les méthodes HTTP, tout ça. Il y a un log que j'aime beaucoup qui est le log opération. Ça c'est une bonne pratique qui est assez courante. Loguer en un mot ce que vous étiez en train d'essayer de faire. Là, en un mot-clé, je vois que j'étais en train d'essayer de créer un utilisateur. Et c'est ça la notion, voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et là, comme je vous ai dit qu'on était un peu plus sur une partie un peu plus technique, un peu plus build, on va parler un peu de comment ça se passe côté dev. Et donc je vais faire un truc horrible, je vais montrer du code, je suis désolé. Donc ça c'est du Go, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais nous on développe en Go chez OVH Cloud. Donc voilà, ça on s'en fout, c'est une fonction qui décode un JSON, voilà. Il y a du log d'erreur, du log d'info, on va se focaliser sur le log d'info. Ce log d'info là, il est bien en fait, hein, voilà, on fait du formatage, ça si vous avez fait du C ou d'autres langages, hein, %S, %D, machin, donc là, ok, utilisateur, successfully processed, ces logs là sont forcément intéressants puisqu'ils nous donnent l'information, du moins c'est ce qu'on pourrait se dire d'un point de vue humain,
Le problème, c'est que moi, je l'ai écrit comme ça, mais je suis pas sûr que mon voisin l'écrit pareil, hein. Ça se trouve, lui, il a écrit en autre sens. Ça se trouve, j'ai un collègue qui est prof de français qui adore écrire des logs avec des sujets, des verbes et des COD. Donc, le truc, c'est que déjà, si on ne sait pas comment les logs ont été écrits, c'est pas forcément simple de les retrouver. Et en plus, là, pour les retrouver derrière, pour faire des requêtes, parce qu'on peut avoir des centaines de milliers, voire des millions de logs, à part faire des regex dans une base de logs, je vois pas trop comment on pourrait faire. Et je vous garantis que personne n'a envie de faire des regex dans une base de logs. Déjà que personne n'a envie de faire des regex tout court. Donc comment on fait? On va plutôt faire un truc comme ça, avec ça c'est justement les fameux champs de log. Donc en gros ça ressemble à ça, mais ça ressemble un petit peu à la même chose dans la plupart des langages. Et donc on va vraiment loguer un message qui est le plus générique possible. Donc là c'est user processing success. On va le retrouver partout ce message, et on aura les champs associés. Alors c'est un peu comme des métadonnées du log, quoi. C'est vraiment les champs relatifs, et donc là on voit ces informations en plus directement. Donc, à quoi ça ressemble? Ça va ressembler à des messages beaucoup plus simples, comme je vous l'ai dit, et que quand on va les regarder sur une interface comme Greylog par exemple, ou quelque chose qui est fait pour regarder les logs, ben, on va pouvoir voir plus simplement. Ça ne sert pas qu'à les voir plus simplement, hein, ça sert, comme je vous l'ai dit avant, à pouvoir faire des requêtes plus simplement. Et donc si on est sur un truc genre Elasticsearch, ben ça c'est un exemple de requête Lucene, avec une simple requête. Si quelqu'un me dit est-ce que tu peux vérifier qu'on a bien le message user processing success pour user 42, et ben je peux le faire, et ça va être assez rapide. Donc voilà, ça c'est vraiment, il y a plein de bonnes pratiques je pense dans les logs, donc à chaque fois je choisis un ou deux tips vraiment qui m'ont marqué dans chaque domaine, donc ça c'est vraiment ce qui m'intéresse dans les logs. Le monitoring, j'ai passé un peu plus rapidement dessus parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste et complet, qui mériterait une conférence à part entière. Et il y en a une dans les sources que j'ai mis en gras, donc n'hésitez pas à la prendre en photo quand ça arrivera. Mais là, c'est un peu la même idée, c'est on veut loguer ce qui nous intéresse, donc voilà, les logs applicatifs. Si j'étais en train de créer des utilisateurs, bah, je vais loguer le nombre d'utilisateurs que j'ai créés. On va vouloir loguer les requêtes, donc les 200, les 400, les 500. Donc voilà, donc ça c'est impossible d'être exhaustif parce qu'il y a des milliards de façons possibles de faire dashboard, mais gardez en tête de loguer vraiment ce qui vous de monitorer ce qui vous intéresse, ni plus ni moins. Et donc quand on monitore les microservices, avoir du monitoring relatif à nos requêtes, bah, c'est quand même pratique. Donc les prochaines slides, ça va plus ressembler à des cheat sheets un petit peu voilà, de mémo. Pour les couleurs, c'est comme les logs, hein. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut communiquer l'information rapidement, on veut qu'elle soit claire, ouais, tout ça. Pourquoi? Bah, évidemment, ça va augmenter la performance de l'équipe, ça va permettre de communiquer plus facilement, on va travailler plus efficacement, on sera plus résilient. Donc ça, c'est quand même plus réactif, c'est quand même très bien. C'est l'idée que je vous ai dit au début avec le morning check, hein, on sait en un coup d'œil à quelle sauce on va être mangé, et ça permet aussi d'évaluer très rapidement l'impact dans une stack. Donc ça, c'est quand même cool. Et qu'est-ce qu'on veut monitorer? Là, du coup, j'ai mis des grandes catégories, hein, donc vous voyez là, application, performance, disponibilité, tout ça. Donc là, voilà, c'est vraiment ce genre de choses qu'on va vouloir monitorer. Et globalement, qu'est-ce qu'on veut monitorer? On va vouloir monitorer tout ce qui mène vers des alertes. Quelle transition! Et donc, on va pouvoir parler un petit peu des alertes. Les alertes, c'est pareil, je pense qu'il y a plein de bonnes pratiques intéressantes. Les alertes, en fait, ça se trigger de plein de façons, ça peut se déclencher de plein de façons. On va dire trois catégories principales qui sont les logs, les métriques et les erreurs au niveau directement applicatif dans le code. Les logs, on va pas trop en parler, donc je l'ai mis en gras pour faire genre on en parle, mais en fait c'est juste on peut faire des règles avec des moteurs de règles de s'il y a, je sais pas, 50 messages erreur 500 en moins de 2 minutes, on déclenche une erreur, enfin on déclenche une alerte, pardon. Effectivement, ça marche et c'est très bien, hein, ça dépanne bien. Juste on peut faire exactement pareil mais en mieux avec du monitoring, avec des règles, ce sont des métriques. Et donc les métriques, bah, c'est vraiment fait pour ça. Et donc là, on va arriver sur un exemple typiquement qu'on pourra retrouver sur Prometheus. Donc là, c'est l'alert manager de Prometheus. Et donc les règles Prometheus, ça peut être très complexe comme ça peut être très simple. Donc là, c'est une règle qui est très très simple. Et je vais la décortiquer avec vous étape par étape, hein, vous voyez. Le nerf de la guerre d'une règle d'alerte, c'est son expression, c'est ce qu'on veut faire. Donc là c'est écrit en Prometheus avec rate de la fonction rate de la métrique HTTP request sur le label status 500. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toutes les requêtes, quand plus de 5% des requêtes ratent en erreur 500 dans les 5 dernières minutes. C'est ça que ça veut dire. Et donc une fois que l'alerte est trigger, on va pouvoir la trigger avec si le problème dure depuis plus de 2 minutes. Parce que l'alerte, elle a deux conditions principales, c'est son expression et depuis combien de temps cette expression est vraie.
Donc là, c'est si depuis plus de 5 minutes, on a ces problèmes-là et que ça dure depuis plus de 2 minutes, on va fire l'alerte. Et on va la fire avec un petit summary qui nous dit en un coup d'œil directement ce qui s'est passé et une description qui est exactement la phrase que je viens de vous dire. Et enfin, la sévérité, donc là j'ai mis critical, la sévérité qui va pouvoir être mappée derrière sur des niveaux de priorité d'incident. Donc ça c'est quand même pas mal. Et donc là on a une règle qui est assez complète et qui marche bien. Et je finirai du coup pour les alertes sur les erreurs applicatives, parce qu'on a des alertes qui peuvent être faites justement sur les erreurs directement. Donc là parlons un petit peu des erreurs. Il y a une bonne pratique que j'aime beaucoup, qui est très idiomatique en Go, mais pas qu'en Go justement, c'est faire ce qu'on appelle de l'error wrapping. Donc là, un petit peu de Go encore. Pour ceux qui ne connaissent pas le Go, en Go, les fonctions retournent plusieurs valeurs, parce qu'on aime bien, et généralement ça va être deux valeurs. C'est la valeur qu'on essaie de retourner et l'erreur, si elle existe. Donc voilà, et là, je suis en train de faire un get user et du coup de fetcher un utilisateur dans une base de données. Et donc là, je retourne un utilisateur vide, une structure vide parce qu'il y a une erreur, et je retourne l'erreur puisqu'apparemment elle existe. Ok, et donc là, j'ai l'erreur qui est retournée qui est record unfound. Pourquoi ça s'appelle record unfound? Ça, c'est l'erreur d'un ORM justement. C'est une erreur qui est vraiment sous-jacente à la lib qu'on utilise. Pourquoi c'est pas bien? Parce que moi, je vais regarder les logs, j'ai une alerte qui sonne, et je vais regarder les logs du coup qui sont liés à cette alerte, et je vois record unfound. Je me dis, ok, je sais que j'ai eu un problème dans ma base, un problème de base de données du coup avec l'ORM. Sauf que moi, je fais 50 requêtes dans mon code de base de données. Je vais courir une quinzaine de tables. Ça me fait une belle jambe de savoir qu'il y a un record unfound. J'aurais bien aimé avoir une erreur un peu plus détaillée, un peu plus propre à mon microservice. Et pour ça, justement, l'idée, c'est pas renvoyer l'erreur elle-même, c'est de renvoyer notre propre erreur créée dynamiquement. On va créer notre propre erreur sur laquelle on va wrapper l'erreur sous-jacente. Évidemment, on n'a pas l'oublier celle-là. Et donc là, on va se retrouver avec un fetching user record unfound. La partie fetching user qui est mon erreur, et record unfound qui est le record unfound, qui est l'erreur sous-jacente. À noter que c'est pas juste un simple formatage. Hein. J'ai pas fait c'est pour ça que c'est pas un %s, %string pour dire on a juste rajouté une erreur avec un message d'erreur dedans. On a vraiment la structure de l'erreur qui est contenue dedans. Ce qui veut dire que derrière, on peut vraiment, quand on fait des tests unitaires, par exemple, vérifier que notre erreur contient bien un sous-type d'erreur qu'on recherche. Donc c'est vraiment du vrai error wrapping. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est une pratique que je recommande fortement en alerte. Et je finirai du coup cette conférence sur un point qui est très important, c'est que là, je vous explique un peu comment faire pour être résilient, c'est bien. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir, et ça se traduit par une notion que vous connaissez sûrement, qui est la notion d'amélioration continue. On appelle ça aussi le lean. Et donc, comment faire de l'amélioration continue? Quels sont mes conseils en tout cas? Moi, je dirais qu'il y a deux catégories de conseils principaux. Déjà, utiliser un archétype, parce que nous, on a 50 projets, ou vous en avez peut-être plusieurs aussi. Si on sait qu'on va avoir plein de projets qui font chacun les mêmes choses, qui vont tous vivre dans le même écosystème, qui vont tous se connecter au même pipeline CI/CD, qui vont tous se connecter au même Artifactory, tout ça, on n'a pas envie de taper les configs 14 000 fois, donc c'est bien d'avoir un archétype, un squelette de code global pour pouvoir démarrer nos projets, et surtout on part sur une code base qui est unifiée, donc ça c'est quand même bien. Et sur un niveau qui est un peu plus micro, utiliser des common packages. Donc ça, il y a plein de libs sur GitHub, nous, on a créé une autre qu'on appelle de manière très originale le Common Package. Mais voilà, c'est un peu comme vous voulez. Si vous savez que tous vos microservices vont faire du log, si vous savez qu'ils vont tous faire de l'alerte, etc., et si vous savez que vous avez des besoins qui vont être les mêmes pour tous vos services, eh bien, faites ça sur vos... développez jamais ce genre de choses sur le code du projet lui-même. Développez-le directement sur une lib commune que vous allez pouvoir mettre en dépendance dans tous vos projets, et en tirant la dépendance sur tous vos projets, tous les projets bénéficieront de la dépendance. Et je finirai du coup sur mon ultime conseil aussi. Si vous voulez avoir un code propre, unifié et résilient, utilisez un linter. Les linters, ce sont des outils, pour ceux qui ne connaissent pas, qui font de l'analyse syntaxique de code, et qui vont donc syntaxiquement analyser le code et permettre d'améliorer la lisibilité du code, permettre de faire en sorte que tout le monde respecte les mêmes conventions, permettre de prévenir des erreurs avant même qu'elles arrivent. J'en parlerai pas en détail ici parce qu'il faudrait une conférence entière pour en parler, et ça tombe bien parce que cette conférence, je l'ai coécrite avec un collègue qu'on a présenté en Tchéquie à GopherCamp cette année, donc n'hésitez pas aussi à la regarder, elle nous tient beaucoup à cœur. Et là, cette fois-ci, c'est
vraiment la fin de cette conférence sur le run et troubleshooting et les bonnes pratiques autour de ça. Donc vous retrouverez les sources ici, comme promis. Donc ça c'est sur tout ce qui est la partie troubleshooting, toute la partie bonne pratique. Pour ceux qui prennent des photos, vous en faites pas, il y a un QR code à la fin où il y aura tout, vous pourrez tout retrouver aussi. Je t'ai dit que j'avais un chat, elle s'appelle Kimi, c'est une femelle, elle est adorable. Elle porte le nom de mon blog sur lequel vous pourrez retrouver des articles tech justement. Il y en a certains d'ailleurs que j'ai publiés sur le magazine Programmé. Donc n'hésitez pas à les lire. Il y a 2 articles par rapport à cette conférence-là. Un sur le run troubleshooting et un justement sur le code résilient. Sur ce même site, vous pouvez retrouver d'ailleurs les slides de toutes mes conférences, y compris celle-ci. Donc voilà, merci à vous pour votre écoute et votre attention. N'hésitez pas à laisser un feedback. N'hésitez vraiment pas, ça me rendra service. Je vous remercie encore une fois. Et moi, je traîne encore dans le coin, donc si vous voulez parler, c'est avec grand plaisir. Merci à vous. Je ne sais pas si on a le temps pour 1 ou 2 questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, merci pour la conférence déjà. Est-ce que vous avez une stack de monitoring? Ce serait quoi est-ce qu'il y aurait des recommandations? Nous, je sais qu'on a du Greylog et du Sentry. Exactement, Euh, c'est pareil pour nous. Nous, justement, pour les logs, effectivement, j'ai fait exprès de ne pas parler trop d'outils, justement, pour que ce soit plus des concepts généraux, mais oui, c'est ça. Pour les logs, nous, on passe sur Greylog, donc c'est un outil qui va nous permettre de gérer nos logs plus facilement et de manière assez visuelle. Et Sentry, justement, pour gérer les alertes. Pour tout ce qui est monitoring, de manière très originale, on est sur du Prometheus Grafana. Donc voilà, c'est notre stack global. Merci. Une dernière question. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ah, si. Si tu as vraiment une erreur applicative sur tous tes pods, par exemple, enfin une erreur métier, on va dire, comment tu fais à 3h du mat? Tu laisses comme ça? Alors, là, je te parle de cas justement qui arrivent et comment je les ai résolus sur le moment. En général, moi, je me pose pas la question immédiatement de comment j'aurais fait si, parce qu'il y a forcément des cas où tu es un peu à la sauce. Donc là, je sais pas, parce que là, je suis pas dans un cas concret là maintenant, mais si je suis dans un cas concret, bah, je vais creuser en fait, et je vais vraiment avoir pour obsession l'idée de comment je restaure le service. Donc, si tout est par terre, qu'est-ce que je fais? Après, bah oui, parfois, l'incident peut être très grave et le service ne peut pas être restauré, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va chercher à éviter. Merci. Merci à vous. Et toi